À chaque fois que j'échoue, je tire. Et je me dis, mais le jour où ça va partir, ça va aller direct, ça va aller tout droit. Aujourd'hui, pour donner des chiffres, on a environ un peu plus de 300 personnes à l'instant T où je te parle. L'idée de te dire qu'on crée des relations, on prend des Airbnb, on part en voyage, on va faire des conférences, tu vois, tout a un prix dans la vie. Tu ne peux pas aspirer à avoir ça si tu ne peux pas dépenser ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Anne Jennifer, voilà, qui aura l'occasion et qui va se présenter. Eh bien, merci Amine. Moi, c'est Anne Jennifer. Je m'occupe de la communication chez Futures. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. En gros, qui es-tu? Je m'appelle Amine Razak, j'ai 25 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat maintenant bientôt depuis 10 ans. Et je suis le CEO et fondateur de la société Futures. Et c'est quoi Futures du coup? Alors Futures, c'est une société de e-learning, une plateforme d'e-learning sur le secteur financier, où on essaie d'apporter de la valeur et des compétences à nos clients, qui était pour moi un secteur essentiel parce que ce n'était pas un secteur sur lequel on a l'habitude de traiter, que ce soit à l'école ou même en dehors. Et donc voilà, donc on s'est spécialisé sur le monde financier, on va dire. Et du coup, concrètement, comment tu gagnes de l'argent? C'est quoi ton business model? Alors c'est très simple, c'est qu'on a fait des packs. Donc on a créé des packs, différents packs pour différents besoins. Aujourd'hui, l'idée était de te dire que dans le secteur financier, c'est très large et il y a beaucoup de moyens d'évoluer. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre des choses et de se lancer dans l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. Et sur Internet, on retrouve de tout. Des choses bien, des choses un peu moins bien. L'idée, c'était de te dire qu'on voulait recouvrir un maximum de choses. Donc aujourd'hui, on propose des packs sur le monde de l'investissement, donc le monde financier. Donc on va pouvoir retrouver de la bourse, du trading, de la crypto-monnaie. Et on a un pack qui est dédié à chaque industrie, en fait, tout simplement. Et on a un pack qui regroupe tout. Donc là, tu as accès à la bourse, à l'industrie de l'immobilier, au trading et à la crypto-monnaie. Et on a sélectionné un mode de marketing différent de ce qui peut exister déjà, qui est le fait de passer par de la recommandation naturelle, du bouche à oreille, du marketing de réseau, pour que les personnes qui consomment notre service puissent en parler. Ils en parlent mieux que nous, ils en parlent mieux que tout le monde. Ils consomment, ils peuvent le recommander. S'ils aiment, ils le recommandent, c'est naturel. Et c'est sur ce vecteur-là que nous, on s'est lancé. Alors, c'est trop cool. Le marketing de réseau, par contre, c'est hyper décrié, surtout en France. Et c'est quoi ton avis, du coup, dessus? Mon avis, c'est de te dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points qui sont finalement décriés, diffamés, etc. L'idée, c'est de te comprendre que l'idée, elle ne peut jamais être généraliste, comme la crypto-monnaie ou le trading ou d'autres industries. C'est de comprendre qu'il y a du bon, il y a du mauvais, forcément. Pour moi, le marketing de réseau, c'est l'industrie la plus intéressante à lancer lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément beaucoup d'investissement. Tu sais, moi, j'étais dans le secteur de l'e-commerce quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup d'investissements parce qu'il faut acheter du stock, il faut investir sur des entrepôts, il faut investir sur un site, sur des développeurs, etc. Mais forcément, j'ai pris l'habitude de se dire, quand tu veux lancer un projet, il faut investir. Là, le marketing relationnel, finalement, c'est la possibilité de pouvoir recommander et vendre un produit, un service, un projet, une entreprise qui n'est pas la tienne. Et donc, tout est façonné, tout a été fait, tout a été investi à ta place. Et donc, pour une centaine d'euros, qui va te permettre d'acquérir une licence, tu peux dès demain commencer à générer du chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, c'est une force de frappe qui est immense. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui est pour moi le plus important, c'est le côté social, le côté humain. Le fait de te dire que c'est une aventure humaine. Encore une fois, moi, dans l'e-commerce, c'était une aventure très personnelle, en fait, très individuelle, où j'étais dans ma chambre, sur mon bureau, et je bossais depuis chez moi, et c'est tout. Tu vois, j'étais en contact avec mes fournisseurs et point, quoi. Il y avait vraiment zéro relation. Là, l'idée de se dire qu'on crée des relations, on prend des Airbnb, on part en voyage, on va faire des conférences, c'est incroyable, tu vois. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été choqué. Ça veut dire que je suis resté choqué de cette industrie. Je me suis dit, mais elle a trop de force pour qu'elle soit aussi peu connue, déjà, parce que c'était il y a plusieurs années. Et ensuite, dans un second temps, j'ai découvert ces aspects un peu négatifs, parce que forcément, il y en a. Il y a des entreprises qui n'ont pas joué le jeu. Il y a des entreprises qui sont servies de ce business model-là pour après faire de l'arnaque ou du scam, etc. Le fait étant que c'est pas parce que, comme on dit, si par exemple, des boulangeries, il y en a partout. C'est pas parce qu'il y a une boulangerie qui a fait un mauvais pain que tous les boulangeries donnent du mauvais pain, tu vois. J'aime bien l'exemple de la donc ouais, c'est super important à comprendre. C'est que oui, il y a des entreprises qui ont utilisé ce business model-là pour faire de l'arnaque, comme il y a des entreprises qui ont utilisé le business model des médias, du Facebook Ads, du média en télé. On a beaucoup d'entreprises qui ont fait de l'arnaque
qui ont fait des pubs en télé. Pourtant, c'est pas toutes les entreprises qui font des pubs en télé qui sont des arnaques. Il a été décrié par rapport à ça et je pense aussi par rapport au fait que les apporteurs d'affaires peuvent tout dire finalement. Tu vois. Nous, notre force, c'est de te dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut développer le projet. N'importe quelle personne peut devenir apporteur d'affaires pour la boîte. Et si elle est motivée, déterminée, autodisciplinée, elle peut y arriver dans ce milieu-là. Par contre, à contrario, qui dit tout le monde dit aussi n'importe qui. C'est super compliqué à contrôler. Alors nous, c'est notre responsabilité. On se base sur ça. On essaie de faire en sorte de veiller au maximum à ce que tout le monde respecte les codes compliance, on va dire, de la boîte, en utilisant les bons termes, sans vendre de rêves, sans mentir, etc. C'est super important. Mais forcément, il y a des apporteurs d'affaires qui ne jouent pas le jeu. Il y a des apporteurs d'affaires qui ne jouent pas le jeu. Et donc nous, là, c'est notre responsabilité d'agir, de sanctionner ou de se séparer d'un apporteur d'affaires parce que il ne convient pas au projet, tout simplement. Même de notre côté, ça nous a fait défaut. Ça nous a fait défaut parce que des fois, on ne peut pas contrôler ce qu'ils disent. Même si on leur dit non, il faut dire A. Si demain, ils vont sur les réseaux sociaux, ils prennent leur téléphone, ils font une story, ils disent B, on ne peut pas les empêcher. Okay. Donc ouais, le marketing de réseau, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais moi j'en retire uniquement le positif parce que c'est ça qui me marque moi en fait. De toute façon, il faut retenir le positif dans les trucs. Et est-ce que ça marche en fait? Est-ce qu'on peut parler un peu de la question qui brûle aux lèvres de pas mal de personnes, à savoir les chiffres? Aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que le marketing de réseau fonctionne? Est-ce que le marketing de réseau fonctionne? Est-ce que Futures fonctionne? Alors je vais segmenter ça en 2 points. Déjà le premier point, c'est Futures. Nous, ce qu'on fait, c'est que on donne accès à des formations, à de l'éducation avec des experts. C'est pas moi qui fais les formations, bien que j'ai quand même une mini-expertise, on va dire, sur tous les domaines que nous on aborde, mais on a été chercher les meilleurs dans leur domaine, dans la crypto-monnaie, dans la bourse, dans le trading. L'idée, c'est de pouvoir apporter encore plus de compétences et de connaissances de manière accessible. Et l'accessibilité, ça passe par plusieurs points. Déjà, par le prix. L'idée, c'était de rendre un abonnement mensuel accessible. Donc, on a des abonnements qui commencent à 49,99 €, qui vont au maximum à 149,99 € par mois, sans engagement. Donc, le client peut venir essayer. Donc, finalement, le client, en payant juste la première mensualité, il a accès à des centaines d'heures de contenu. Donc, c'est comme si une formation qui valait des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, on le donnait accessible à partir de 50 €. Et ça, c'est un choix qu'on a fait pour se positionner justement sur l'accessibilité, mais en plus de ça, de la qualité. Donc on a été chercher les meilleurs. Et pour rester sur cette faculté, on va dire, accessible de nos formations, c'est de se dire, oui, on est accessible par le prix, mais on veut l'être aussi par la manière dont nos formateurs vont pouvoir donner leurs compétences. Des mots compliqués, on peut les utiliser et ça paraît vite compliqué, tu vois. Si on parle de marché ou de A-book, de B-book, il y a plein de termes comme ça qui sont super compliqués, mais on peut le démocratiser ce mot-là. Donc moi, chaque éducateur, je leur ai demandé de rendre accessible et de vulgariser un maximum. De vulgariser. C'est pas, en fait, certains éducateurs, ils le voient comme le fait de rabaisser un petit peu leur niveau. Ils se disent, ouais, mais c'est compliqué. Au contraire, je veux montrer que je sais. Je veux utiliser tel terme, etc. Alors oui, il faut pouvoir utiliser ces termes-là, mais l'important, c'est de te dire, moi, je veux que la personne qui est en face, elle comprenne. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre clientèle, on a tellement des profils diversifiés. Ça va du jeune étudiant à la maman au foyer, à la personne qui est retraitée, au chef d'entreprise. C'est tellement large, finalement, qu'on se doit de pouvoir avoir des termes vulgarisés pour que tout le monde puisse comprendre. Et généralement, on a aussi des personnes qui connaissent déjà le monde de l'entrepreneuriat, qui connaissent le monde de l'investissement, qui connaissent ce milieu-là, mais qui veulent approfondir leurs connaissances. Comme on a des personnes qui ne connaissent rien du tout à ces milieux-là et qui se disent merde, j'ai envie d'en apprendre un peu plus, j'ai envie de découvrir un nouveau monde, j'entends crypto-monnaie, j'entends trading, j'entends bourse, j'entends tous ces termes-là sur Internet, je veux me former, je veux comprendre réellement ce que c'est. Et on a ce type de clients-là aussi. Et c'est notre travail aussi de les former, de leur donner toutes les compétences nécessaires, tout en leur expliquant que ça reste des marchés compliqués, dangereux, volatiles, parce qu'on parle de trading, de crypto-monnaie, de bourse. Il ne faut pas oublier que c'est des marchés volatiles et que très peu de personnes s'en sortent sur ces milieux-là. Et nous, c'est notre travail aussi de leur faire prendre conscience de ça, que la majorité des personnes échouent. Mais pourquoi elles échouent? Il faut essayer de comprendre aussi. Il y a aussi beaucoup de parties psychologiques, beaucoup de manque de formation, il y a beaucoup d'aspects comme ça. Et donc nous, ce qu'on essaie finalement, c'est de sensibiliser, vulgariser et donner un maximum de compétences à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour la partie formation future. Ok. D'un aspect maintenant plus marketing de réseau, donc on laisse également la possibilité à n'importe qui de devenir apporteur d'affaires. Donc si tu veux le faire, tu acquéris ce qu'on appelle une licence en fait, qui va te donner le rôle d'apporteur d'affaires. Donc tu crées ton entreprise, ton auto-entreprise, peu importe, et tu as la possibilité de créer ton auto-entreprise et de développer
notre marque qui est future. Là encore, une fois, c'est pareil. C'est que le marketing de réseau, c'est pas magique. C'est pas un jeu d'argent ou quoi que ce soit. C'est une activité entrepreneuriale, comme on peut en avoir d'autres qui sont commerciales, agents immobiliers. Et c'est même d'ailleurs même comme une franchise finalement, à laquelle on met nous à disposition notre marque, notre brand, tous nos services à disposition d'une personne qui, elle, par la suite, va commencer à la promouvoir et à la vendre. Il y a cet aspect-là, mais évidemment, il y a beaucoup d'histoires à succès parce que, comme toute activité entrepreneuriale, là où il y a du risque, il y a de la réussite. Et donc, on a beaucoup de personnes qui ont réussi par de la motivation, du travail, ça a pris du temps, il y a eu de la désillusion, il y a eu des échecs, mais beaucoup de personnes qui ont réussi à atteindre des très beaux scores de manière mensuelle, parce que c'est le marketing de réseau, pour contextualiser aussi un petit peu, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de promouvoir une entreprise, de mettre en avant une entreprise, de créer du chiffre d'affaires et de percevoir une commission sur le chiffre d'affaires que je crée. Et pour cela, j'ai un avantage par rapport à, on va dire, un commercial lambda, c'est que je peux constituer une équipe, que je peux constituer une team de managers qui, avec moi, va se battre pour créer ce chiffre d'affaires-là. Donc en fait, je suis plus tout seul et je peux utiliser le levier d'avoir avec moi d'autres apporteurs d'affaires pour aller chercher des nouveaux clients qui veulent apprendre encore plus et qui veulent se former sur les différents milieux qu'on a évoqués. Donc pour moi, il y a une vraie force de frappe, il y a une vraie plus-value. Et non, c'est pas facile. Et oui, sûrement que la plupart des personnes n'y arrivent pas, comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, la majeure partie des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat échouent. C'est vrai. Maintenant, par expérience, j'ai pu remarquer que les personnes qui ont connu le succès ou la réussite, elles avaient quand même un trait commun. C'était la persévérance. C'était de se dire que malgré qu'on allait avoir des échecs, ça allait être compliqué, etc., elles allaient foncer, tu vois. Alors après, foncer, oui, mais prendre en compte que son environnement, c'est super important. Donc, ouais, le marketing de réseau, c'est pour moi une vraie opportunité en 2024 parce que, contrairement à d'autres industries comme le e-commerce ou même d'autres possibilités, le business physique, etc., avec très peu, finalement, et juste une détermination, une rage en soi, on peut créer quelque chose de super intéressant pour avoir accès à des fonds, à du capital et après le diversifier. Voilà comment, pour te résumer un petit peu comment pour moi fonctionne cet aspect-là. Et tu parlais de succès. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Tu nous as expliqué que voilà, il y a des gens qui arrivaient à avoir un beau capital par mois. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Nous, on veut de la consistance, on veut de la matière là. Alors, je suis pas très à l'aise avec les chiffres. Le plus important pour moi, ça reste d'être positionné sur une activité qui peut rendre accessible un complément de revenu. Alors oui, il y en a des personnes qui ont un revenu presque indécent, tu vois, par mois, ou même via les formations, qui atteignent des chiffres, on va dire, peu communs. Et c'est pas sur ça que j'ai envie de communiquer parce que ça, c'est un niveau qui reste très rare. Il faut en parler, je pense, parce que ça nous permet de nous visualiser, tu vois. Je préfère appuyer sur même la majorité de personnes qui gagnent 50, 100, 200, 300, 500 euros par mois en plus de leur activité. Peut-être qu'une personne, elle est employée, mais à côté de ça, ça lui permet d'avoir de l'argent en plus pour nourrir sa famille, pour partir en vacances l'été. D'autres profils qui sont au chômage ou qui ont un handicap. Tu sais, on a une communauté même de sourds à l'intérieur de chez Futur. Et eux, c'est une aide incroyable parce que quand tu es sourd, c'est compliqué de travailler. Là où d'autres handicaps, c'est un peu plus simple. Quand tu es sourd, aujourd'hui, tous les métiers qui se pratiquent, ça se fait par de l'échange, par de l'interaction, par de la relation. Et quand tu es sourd, c'est compliqué. Et donc là, on donne la possibilité à des personnes qui ont un handicap et c'est compliqué pour eux, de développer un projet, de partir de là où ils sont. Et ils y arrivent parce qu'ils arrivent même à dégager un complément de revenu. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie d'appuyer, c'est cet aspect-là où se dire qu'aujourd'hui, pour donner des chiffres, on a environ un peu plus de 300 personnes à l'instant T où je te parle qui perçoivent, on va dire, ce qu'on appelle un complément de revenu. Ce que j'appelle un complément de revenu, c'est entre 200 et 1000 euros. C'est trop cool, tous les mois? Tous les mois. Ah mais c'est génial. Donc ouais, c'est ça pour moi, plus ma fierté de me dire sur ça, on a un impact. Donc en fait, c'est vraiment un truc de mindset entrepreneurial. Et toi, alors, ton mindset entrepreneurial, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit « Ok, je vais être entrepreneur ?» Comment ça s'est passé? Est-ce que je me suis réveillé un matin et je me suis dit « Je vais être entrepreneur ?» Peut-être. Sûrement, ça a dû influer moi dans mon enfance. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette idée-là, elle est venue très tôt. Je sais pas, d'être différent, d'avoir un impact, de créer quelque chose. C'est vraiment ça, moi, qui m'a toujours animé. Quand j'étais petit, je voulais aller vivre en Polynésie pour créer un restaurant français. Tu vois, j'avais 12 ans à ce moment-là. Je me suis dit, je veux aller en Polynésie, restaurant français, bord de mer. Franchement, je pense que c'est magnifique. Donc ouais, j'ai eu cet esprit quand même entrepreneurial très vite et très jeune en fait. Moi je vois un dénominateur commun chez les entrepreneurs, c'est qu'ils tentent des choses tout le temps et depuis toujours. Moi, je me rappelle quand j'étais petit,
enfin voilà, on devait avoir 9 ans, on prenait la caméra, on faisait des trucs, enfin on essayait de créer quelque chose, tu vois. On créait des chaînes YouTube, on faisait des unboxings, etc. Enfin, on tentait des choses. Donc moi, je pense, quand je veux dire toujours, c'est dès le plus jeune âge, j'ai toujours eu cet aspect, cette attirance pour l'entrepreneuriat, pour le fait de créer, d'avoir un impact. Tu vois, je voulais pas être quelqu'un de commun, on va dire, entre guillemets. Je voulais faire partie des personnes qui ont eu un impact au cours de notre vie, parce que notre vie, finalement, elle est courte. Hein. Nous, dans 100 ans, personne ne sera là, tu vois. Mais donc, pendant ce laps de temps, je voulais avoir un impact positif et je trouvais que c'était un beau challenge. Donc, moi, ce qui m'a toujours attiré, ouais, c'est ça. C'est créer et avoir de l'impact. Un réel impact sur la vie de quelqu'un. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat plutôt que un job en CDI dans une boîte qui te permettrait aussi d'avoir un impact? Pourquoi ce choix de l'entrepreneuriat? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que oui, finalement, on a plusieurs manières d'impacter, on a plusieurs manières de créer même. Maintenant, je pense que c'est ma fierté peut-être, ma fierté, mon ego qui se dit, ben, tu sais, pour moi, c'est important d'avoir cet état d'esprit de fierté et de détermination, de se dire que pourquoi lui et pourquoi pas moi. Tu vois, moi, c'est cette question que je me suis posée qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est de se dire, mais pourquoi lui il le fait, pourquoi ce serait pas moi? Pourquoi lui il vit tel moment, pourquoi ça serait pas moi? Tu vois, et c'est à travers cette question-là que finalement, quand tu te poses cette question-là, tout est accessible. Parce qu'on a toute une personne qui a pu accomplir quelque chose dans sa vie. Tu vois. Et si tu pars du principe qu'à partir du moment où quelqu'un l'a fait, ben, tu peux le faire, ben, en fait, tu ne mets aucune limite. Et moi, c'est comme ça que j'ai tout le temps réfléchi. Donc, je pense que c'est ça. C'est de se dire, ben, si lui, il a fait ça, il a eu tel impact, il a fait telle chose, je ne veux pas me contenter finalement. Malgré que ça soit bien. Et je comprends très bien que certaines personnes, ben, ça leur suffise parce que ben, elles ont des attraits pour d'autres choses, tu vois. Et elles vont avoir même peut-être plus d'impact que moi sur la partie asso, etc. Moi, c'est cette question-là qui me restait en tête et qui me disait non, tu vois. Si cette personne-là, elle l'a fait, toi, tu ne dois pas te contenter de ça, tu dois y aller. Et encore aujourd'hui, tu vois, avec tout ce que j'ai pu accomplir, je suis encore dans cette détermination de me dire, putain, mais il y a telle personne qui a fait ça, qui est à tel niveau, qui ont fait. Moi, je veux aller là et je ne me contente pas de là où je suis, tu vois. Et cette simple phrase de si lui l'a fait, pourquoi ça ne serait pas moi? Bah, je pense que ça peut emmener très loin. Et donc du coup, tu es hyper inspiré par des gens qui ont réussi à faire des trucs de ouf finalement. Et c'est qui ces gens? Qui t'inspire en fait au quotidien et qui te donne envie de les surpasser? C'est une question qui tourne beaucoup, qu'on me demande aussi beaucoup. C'est voilà, qui sont tes mentors? Quelle est ta source d'inspiration, tu vois? Mais la réalité, c'est que je pense que mon inspiration, je la tire de toutes les personnes que moi je peux rencontrer dans ma vie. Tu vois. Pour moi, toutes les personnes, elles ont quelque chose à t'apporter. Et c'est pas une question de classe ou de qui je suis ou ce que j'ai fait. Non, en fait, moi j'ai appris beaucoup de choses de personnes qui professionnellement n'avaient rien accompli. Tu vois. Mais humainement, ben, c'est là où j'apprends. Et je reste toujours ouvert à l'apprentissage de ça. Donc, évidemment, dans le monde entrepreneurial, si on doit parler de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Mark Zuckerberg, Elon Musk, enfin tous ces gros noms finalement qui, si c'est des gros noms et si on les connaît tous autant qu'on est, c'est qu'ils ont accompli quelque chose, c'est qu'ils ont laissé leur empreinte, qu'ils ont eu un impact. Tu vois, donc ça, je le retiens. Maintenant, je reste pas figé à ça. Ça veut dire que je vais pas rester figé à, par exemple, des fois, Elon Musk, il a des idées auxquelles j'adhère pas du tout. Et je ne reste pas figé parce qu'il a eu un niveau de réussite et parce qu'il m'inspire sur énormément de points, tout ce qu'il va dire c'est la réalité. Parce que moi j'ai mon caractère, j'ai ma réalité, j'ai ma vision des choses. Et du coup j'essaie de prendre en fait, c'est un peu un code de triche que je suis en fait. Et je prends le meilleur de chacun, tu vois. Je prends le meilleur de chacun et dès que je croise une personne, je me dis ok, comment je vais pouvoir en tirer le meilleur d'elle parce qu'elle a forcément quelque chose à m'apporter. Tu vois, ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans un taxi, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec un enfant. Je pense que chaque personne a quelque chose à t'apporter parce qu'on a tous des histoires différentes, on a tous vécu des choses différentes. Et moi, je m'attache surtout à ça, tu vois. Donc, et je pense que c'est une bonne chose parce que avant, je n'étais pas comme ça. Jusqu'au jour où j'ai pris une claque, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai pris une claque et ça m'a réveillé, en fait. C'est quoi cette claque? Pour te contextualiser un petit peu, ça faisait à peu près 2 ans que j'étais bien dans l'entrepreneuriat, que je faisais des bons chiffres, etc.
Et j'étais à un repas avec deux amis entrepreneurs. Donc c'était les premiers repas, donc voilà, on s'habillait super classe, etc. pour se retrouver à ce moment-là. Et là, on était en train de manger, ça se passait super bien, donc on parlait de conversations vraiment profondes, tu vois, c'était vraiment profond les conversations. Et là, je vois au loin une personne qui me fait ça, et dans ma tête, donc au début je comprends pas trop qui c'est, je regarde bien, et je me rends compte que c'était un ami d'enfance qui avait très mal tourné, tu vois, vraiment très très mal tourné, prison, etc., vraiment ouais. catastrophique. Et donc là, moi, je deviens tout blanc. Je me dis, mais oh non, il va venir me voir, je suis avec les entrepreneurs, mais pour qui ils vont me prendre, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'étais super mal, et il arrive en courant, etc. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et donc, il me dit, putain, ça fait longtemps, etc. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, moi, je lui explique que voilà, aujourd'hui, j'ai créé un petit truc, je suis un petit peu dans l'entrepreneuriat sans rentrer dans les détails, et que c'est cool, quoi, et que je suis content. Et là, le gars, je vois son visage se transformer tellement il était heureux pour moi, tu vois. Et moi, je ne m'attendais pas à cette réaction, tu vois. Il était en mode, mais putain, je suis trop content pour toi, tu le mérites depuis le temps que je te connais, quand je te voyais depuis tout petit. Franchement, je suis fier et je suis content de toi. Franchement, continue comme ça, tu vois. Et là, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, là où moi, je suis arrivé en mode, non, faut pas qu'il vienne, non, s'il te plaît, etc., la honte. Lui, il arrive en fait avec son cœur et en mode, putain, c'est trop bien et je suis vraiment content pour toi, tu vois. Et je me suis dit, putain, en fait, faut pas juger les gens et tout le monde a quelque chose à t'apporter. Et là, il m'a appris quelque chose. Il m'a appris justement le fait que, ouais, tout le monde a quelque chose à t'apporter, tout le monde a une histoire à raconter. Et peu importe finalement que lui, il ait fait tant ou lui, il est mal fini, non. On a une histoire différente, mais la réalité, c'est que à ce moment-là précis, j'ai vu de la joie dans ses yeux sur moi, alors que finalement, voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas discuté, qu'on était enfants, on était amis, mais ça ne l'était plus le cas. Et là, franchement, j'ai pris une claque. Et là, vraiment, ça m'a réveillé, en fait. Ouais, mais c'est bien. L'humilité, c'est le plus important à chaque fois. Et tu parles des histoires des gens, tu dis que voilà, tout le monde a son histoire à raconter, mais c'est quoi ton histoire? Parce qu'on a le sentiment que pour être entrepreneur, il faut sortir de HEC, etc. Toi, c'est quoi ton histoire? T'as un peu de temps, là? Je rentre dans les détails. Alors, est-ce qu'on a jusqu'à demain? Non, en vrai, je vais essayer non, mais grosso modo, ton parcours un peu scolaire, tu vois, genre, moi, demain, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, j'écoute ton histoire, je me dis, d'où tu pars et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es là où t'en es? Très bien. Alors, déjà, juste pour introduire, avant que j'explique un peu mon parcours scolaire, etc., pour moi, tous les entrepreneurs n'ont pas un seul et unique parcours. Tu vois. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui venaient des bas-fonds, comme j'ai parlé avec des personnes qui ont fait HEC, etc., qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, on a la même discussion, on a les mêmes conversations. Tu vois. Donc voilà. Maintenant, moi, oui, j'ai pas fait HEC, ça c'est sûr. Mais, je te rassure, moi non plus. Non, alors, on va revenir à la période collège parce que c'est une histoire qui est quand même très importante et ça marque un moment clé dans ma vie. Tu vois, j'aime bien revenir sur les moments clés de ma vie. Troisième, à ce moment-là, au collège, forcément, j'étais pas le plus discipliné, le plus à l'écoute parce que, voilà, pour moi, c'était juste comment on va s'amuser aujourd'hui, quoi. Comment on va s'amuser, comment on va rigoler, comment on va profiter de la vie. Sans prendre conscience que les années elles passent et que l'avenir, c'est très vite finalement, tu vois. Et troisième, c'est le moment où finalement, il y a un premier virage qui se crée parce qu'il y a un premier choix d'orientation qui est là, qui arrive tôt finalement parce qu'on n'est pas préparé. Nous, on est là et on nous dit tu vas aller dans quel secteur? Général, technologique, professionnel, dans le bâtiment, etc. Et donc moi, je me retrouve au moment où moi je fais mes vœux, je veux dire, je vais en année générale, comme généralement la plupart des personnes. Et tous mes copains acceptaient, etc. Et moi, impossible. Refusé. Ma prof qui appelle mes parents, qui dit c'est pas possible, c'est impossible en fait. Même la voie professionnelle, elle n'est pas faite pour lui. Et donc, nous, ce qu'on lui recommande, c'est d'aller en plomberie. À 1 heure de chez moi, en internat en plomberie. Ah ouais. Et là, c'est désillusion. Parce que tu te dis, tous les copains avec qui je rigolais, là, on se retrouve au moment fatidique et eux, ils passent. Et moi, je reste un peu là comme un bébête, tu vois. Et donc, ça a été super compliqué cette période-là. J'ai eu une grosse conversation avec mes parents, surtout avec mon père. Et à ce moment-là, en fait, au lieu de m'engueuler ou de me frapper, etc., en fait, il m'a mis face à mes réalités. Mais tu vois, là où toi, tu t'éclatais, tu faisais le guignol, tu rigolais, etc., avec tes copains, tes copains, eux, ils passent. Et toi, tu es là. Ça veut dire que tes actions ont un impact sur ton avenir. Et quand tu es jeune comme ça,
ça percute en fait. Tu te dis, mais mince, c'est vrai que ouais, en fait, chaque action que je fais, ça a un impact. Et je peux pas revenir en arrière. Je peux pas dire en fait, non, mais est-ce que s'il te plaît, je peux recommencer? Non, c'est fait, c'est fait. Et ça te prépare au monde des grands finalement. Et donc, par une conversation, j'ai pris, je pense, beaucoup de maturité. Et j'ai compris que si j'aspirais à quelque chose de grand à l'avenir, c'était dès maintenant qu'il fallait mettre les efforts. Et donc, par une chance inouïe, j'ai réussi à me rattraper et à aller au moins en professionnel, tu vois. Et donc là, c'était un autre état d'esprit. C'est que j'allais à l'école, j'étais focus. Pendant la période de récréation, on était en dehors, on rigolait, je faisais toujours autant de bêtises et de conneries et ça ne m'empêchait pas. Et c'est ce qu'il me disait, mon père, il me disait en fait, fais des bêtises, éclate-toi. Mais pendant l'heure de cours, mais putain, écoute, mets-toi devant, c'est plus dur pour toi. T'es déjà issu de l'immigration, c'est compliqué, il y a cet aspect-là. Et c'est comme ça. Parce que moi, j'ai trouvé des excuses. Oui, mais Thibaut, lui, il a réussi, il faisait pareil que moi. Mais il me dit, on s'en fout. En fait, tu as deux possibilités. Est-ce que tu vas faire partie des personnes qui se plaignent H24 ou des personnes qui changent et qui agissent? Et se plaindre, ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est clair. Donc non, je me suis dit, ok, il faut agir en fait. Il faut arrêter de se plaindre. Oui, je vais devoir travailler 2 fois plus que les autres. Et alors, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Tu vois, il faut l'accepter, c'est comme ça, je l'ai accepté. Donc j'allais en cours et j'avais des difficultés. J'allais en cours, je me mettais devant et personne ne devait parler avec moi. Une personne parle avec moi, je dis écoute, on parle après, on parle à la récréation. Là, je suis concentré. Et je pensais presque même comme un entrepreneur, je me disais écoute, là j'ai 1 heure à passer dans ce cours. Je vais rien faire d'autre. Je vais rien développer d'autre. Donc autant que je sois là, autant que j'apprenne quelque chose. Donc je voulais absolument sortir du cours en ayant appris quelque chose. Donc j'étais devant et je tannais la professeure, mais madame, je comprends pas, je la faisais revenir sur les trucs, etc. Et ça a vraiment littéralement changé toute ma scolarité. Et donc à partir de là, j'ai réussi j'étais le meilleur de la classe, c'était limite le meilleur de ma promo de tout l'aspect seconde dans le lycée. Moi, je voulais faire une école de commerce. Pour moi, c'était signe de réussite. Tu vois, là d'où je viens, c'était lui, il a fait une école de commerce, incroyable, il est trop fort, comment il a fait? Donc moi, je me suis dit, ok, le modèle de réussite, c'est l'école de commerce, go, je vais la faire. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de. Donc tu vois, il y a toujours cet aspect égo un petit peu. Et pour la faire, malheureusement, je savais, et je m'étais renseigné, que via un cursus professionnel, c'était super compliqué, voire impossible. Et donc, c'était généralement la voie générale, mais même technologique, qui favorisait, on va dire, ce cursus. Et donc j'ai fait une demande. Je suis allé voir ma professeure et je lui ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai ce projet-là et j'ai besoin d'aller en bac technologique en fait. J'ai besoin d'aller en bac technologique, donc c'était un des plus grands lycées de ma ville qui proposait cet aspect technologique aussi, STMG, STI2D, etc. Et en plus, marketing, management, économie, moi tu me dis ça, je suis comme un fou, tu vois. Donc elle me dit, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Tu es dans le cursus professionnel, alors tu peux peut-être basculer sur le cursus technologique, c'est très rare, mais tu peux, mais tu vas devoir recommencer ta seconde. Tu ne peux pas aller directement dans un cursus technologique en première. Et moi, je ne voulais pas perdre une année. Donc, je disais non, c'est impossible, il faut que j'aille en première technologique. Et donc, je fais plusieurs rendez-vous avec mon proviseur, etc. Et c'était vraiment des personnes incroyables, franchement, et que je remercie encore aujourd'hui parce que j'ai vraiment vu des personnes qui se battaient pour les élèves. Vraiment, et c'était rare. J'ai vu des personnes qui se battaient. Pourtant, c'était un lycée difficile. Tu vois, c'était un lycée de quartier, c'était super compliqué. Enfin voilà, tu vois, la plupart des élèves, ils n'étaient pas là pour écouter. Mais eux, ils se battaient. Tu vois, ils étaient là pour aller chercher les élèves. Allez, pose ton téléphone, viens avec tout. Tu vois, et tirer les élèves vers le haut. Et j'ai rarement vu ça. Et franchement, pour ça, je les remercie parce qu'ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont dit OK, ils ont fait un appel à l'Académie de Bordeaux pour faire justement une réunion spéciale pour moi, pour traiter ce sujet-là et pour faire une demande que je puisse switcher à ce moment-là. Et c'est passé. Ah, trop bien. C'est passé. Mon proviseur, il m'a dit écoute, je vais te défendre corps et âme, mais je vais tout faire pour que tu passes. Et il a fait, tu vois. Donc franchement, hyper reconnaissant par rapport à ça. Et donc, j'ai suivi mon cursus technologique, bac mention bien. J'ai fait mon IUT par la suite. Et en parallèle de ça, j'étais dans l'entrepreneuriat. Donc, je créais mes shops, j'étais dans l'e-commerce, j'avais mes stocks, mes entrepôts, etc. Et finalement, plus j'avançais dans ma scolarité, donc IUT, première année, deuxième année, plus il y avait un chemin qui se creusait entre l'état d'esprit dans lequel j'étais de faire de longues études, donc on va dire l'état d'esprit un peu scolaire, et l'état d'esprit entrepreneurial qui me disait finalement, tu n'as pas besoin de l'un pour faire l'autre. Et en plus de ça, peut-être que l'un aujourd'hui t'empêche d'optimiser l'autre. Parce que moi, à ce moment-là, je parlais avec beaucoup d'entrepreneurs et eux, c'était toute leur journée l'entrepreneuriat. Moi, c'était le soir de 18h à 1h du matin. Et je me disais, putain, mais t'imagines toute la journée, je bosserais de 8h à 1h du matin sur mes projets, mais où je serais, tu vois. Et j'avais le sentiment où j'apprenais plus rien, c'était compliqué à l'école. Et donc, il y a eu un détachement qui s'est créé.
Il y a eu un détachement qui s'est créé et donc j'ai pris la décision d'arrêter. De valider mon bac+2, d'aller au bout quand même, et d'arrêter de me lancer à 100% sur mes projets entrepreneuriaux. Et je ne le regrette pas, même si au début ça a été compliqué, au niveau de la fierté, de te dire finalement, je ne serai qu'une personne qui a fait un bac+2. Tu vois ? Tu n'auras pas le master. Voilà, tu vois. Et j'étais un peu dégoûté de cette image-là, mais forcément, en plus, au-delà du fait que ça ne veut rien dire, aujourd'hui, on le voit encore plus que finalement, le master, ça n'a plus la même image que ça avait il y a 10 ans. Et donc non, je suis satisfait. Et c'est ce parcours-là qui m'a construit. Tu vois, par ces embûches, ces rattrapages de dernière minute. Des fois, c'est des choix. C'est un choix qui peut changer ta vie à jamais. Là, si à ce moment-là, je n'avais pas décidé de tanner ma prof pour aller en technologie, que je ne serais même pas devant toi peut-être. Et non, franchement, je ne regrette pas et je suis content de ce parcours-là. Non, c'est trop cool. Et du coup, comment tu as fait pour être donc, de là où tu étais à aujourd'hui, à Dubaï, en train d'entreprendre? C'est quoi le gap là? On a l'impression qu'il y a eu un bond dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a un bond dans le temps, mais la réalité c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses et que le temps il file pas aussi vite qu'on le croit. Non, la réalité c'est que ça a pris du temps. Tu vois, aujourd'hui ça fait 2 ans et demi que je suis à Dubaï. Ça fait 10 ans que je suis en entrepreneuriat. Ça fait que 2 ans et demi que je suis à Dubaï, que j'ai mes bureaux, etc. Donc, en fait, faut regarder large d'un point de vue temporel et se dire que ça a pris du temps quand même parce que avant d'arriver à Dubaï, d'avoir ma team, de créer ma start-up, etc. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai lancé beaucoup de marques qui n'ont pas fonctionné. J'ai perdu beaucoup d'argent et c'est de l'argent que j'allais chercher dans la vie réelle, quoi. C'est-à-dire que j'allais sur le chantier avec mon père. Mon père, il est ouvrier en peintre en bâtiment et j'allais bosser avec lui l'été pour avoir de l'argent de côté, pour pouvoir investir sur des influenceurs, sur du stock, etc. Donc ça a été super compliqué. Donc, pour moi, ce qui juge et qui montre l'évolution d'un entrepreneur, c'est tous les obstacles et les challenges qu'il a traversés. Et ça, pour le coup, moi, je suis le meilleur. Ça veut dire que quand il y a des galères, tu vois, encore une fois, le problème de son, etc., c'est pour nous, quoi, tu vois, c'est pas pour le client d'après, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc non, aujourd'hui, il a fallu apprendre, il a fallu être discipliné, il a fallu mettre des actions en place, il a fallu prendre des risques. Tu vois. Là où beaucoup de personnes, c'est compliqué de prendre des risques, de se mettre en danger, mais il a fallu prendre des risques pour tenter, pour innover, pour échouer, ne pas avoir peur d'échouer. Moi, j'ai une relation maintenant avec l'échec qui est très particulière dans le sens où maintenant je ne l'appréhende plus et quand j'ai un échec, j'essaie de le prendre au mieux possible, de me dire j'ai échoué, ok, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Super important, qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec-là? C'est comme une flèche en fait, tu vois, avec un arc. À chaque fois que j'échoue, je tire. Et je me dis, mais le jour où ça va partir, ça va aller direct, ça va aller tout droit. Et j'aime bien cette métaphore parce que ça illustre en fait tous les échecs et toutes les désillusions que tu as pu avoir dans ta vie. C'est de te dire qu'à chaque fois, tu recharges en fait. Échec, je recharge. Et à chaque fois, ça m'excite presque de me dire, putain, là, je recharge, mais le jour où ça va partir, ça va partir. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de choses s'est passé. J'ai pris de l'âge, j'ai pris beaucoup de maturité. Et c'est quoi ton plus gros échec, ta plus grosse galère, le truc où tu t'es dit, waouh, là, ça va être chaud de m'en sortir? C'était l'année dernière. Alors ça en est passé beaucoup en vrai la réalité, mais je pense aussi qu'on a une mémoire sélective et que finalement c'est celle qui marque le plus, bien que j'ai dû en avoir des plus grosses. Je recontextualise un petit peu. Ça fait quasiment 4 ans que nous on est lancé, donc on a des abonnements mensuels, donc on a des clients qui restent même des années abonnés à Futur parce que nous on met à jour continuellement les formations, donc ils restent, ils ont de nouveaux éducateurs, des nouveaux lives, des nouvelles formations, etc. Donc on bâtit quelque chose sur du très long terme et du jour au lendemain, on a notre plateforme de paiement qui nous lâche. Wow. C'est-à-dire qui nous bloque, qui nous lâche. À ce moment-là, on fait quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Et c'est super compliqué parce qu'on perd des abonnements qui sont en cours, de personnes qui sont là depuis des années. Et c'est surtout le truc de se dire, là, il faut en trouver un autre. Parce que là, on ne peut plus accepter de paiement, en fait. Et donc là, tu dors plus. En fait, là, tu te mets en mode survie, tu dors plus, tu réveilles ta team et tu te dis, là, c'est un moment où, voilà, faut y aller. Tu vois. Et j'essaie de préparer toute ma team pour ces moments-là. Pour se dire que,
ok, là, ça se passe bien, c'est calme, mais il y a des moments où ça va être la guerre, il y a des moments où ça va être le rush. Mais j'essaie de préparer tout le monde pour ces moments-là. Et donc là, on n'a pas eu le choix et les développeurs, ils ont fait un travail monstrueux parce que pour installer, nous, on a notre propre technologie pour qu'on puisse intégrer une plateforme de paiement sur notre site. Ça prend des semaines pour faire les tests, etc. Là, on avait 48 heures. On avait 48 heures pour le faire. On avait 48 heures non semalement pour installer la plateforme, mais on avait 48 heures pour trouver la plateforme et pour dealer avec la plateforme. Tu vois. Et généralement, dealer avec une plateforme, ça peut prendre une semaine à un mois. Donc là, il fallait tout faire en 48 heures, on n'avait pas le choix. Et moi, je leur disais, on n'a pas le choix. Ils me disaient, mais c'est impossible. J'ai dit, mais on n'a pas le choix en fait, on ne peut pas faire autrement. Par une force du destin, on a réussi. On a réussi à le faire. En un peu plus de 48 heures, on l'a fait en 56 heures. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je me disais, mais c'est impossible que je m'en sorte. En fait, c'est de me dire, c'est pas possible. En fait, c'est trop gros par rapport à ce qu'on doit faire, c'est trop gros. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je vois, c'est que dire qu'à chaque fois que je me suis dit que c'est impossible de le surmonter, par une raison ou une autre, on a fini par le surmonter, ce truc. La réalité, c'est que à l'instant T, c'est super compliqué. Tu te dis, mais comment je vais faire? C'est impossible, tu peux rien faire. Il y a un moment de choc qui va durer 10 minutes, où tu es comme ça et tu vas dire, ok, c'est compliqué. Après, tu retrousses les manches et tu te dis, ok, quel est le problème? Quelles sont les solutions? T'écris tout, ok. Voilà. Et c'est comme ça que moi je traite le problème, tu vois, et les galères. Et donc pour 10 minutes de choc, et ça c'est mon cousin qui me l'avait dit, là, tu as droit à 10 minutes. Et en gros, je l'avais lancé la nouvelle. C'était pas sur cette galère-là, c'était sur une autre. Il me dit, ok, là, tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes, là, tu es choqué, tu fais rien, tu es choqué. Plains-toi, essaie d'or, ferme les yeux. Il m'a dit, mais après ces 10 minutes, tu prends une feuille et là, tu poses le problème de manière factuelle. Comment tu peux y répondre? Quelles sont les solutions? Quelles sont les possibilités? Qui peut t'aider? Etc. Et ça, je l'ai gardé. Je l'ai ancré en moi et je le remercie parce que depuis ce moment-là, c'est comme ça que je traite mes problèmes. Alors, c'est pas aussi joli que ça et ça se passe pas aussi bien à chaque fois. Mais c'est, je pense, la meilleure manière de traiter un problème. Ok, donc franchement, quand tu es entrepreneur, tu as plein de galères, mais tu as aussi plein de trucs cool. Si tu devais en choisir un, genre le truc qui fait que tu kiffes l'entrepreneuriat, c'est quoi? La particularité, moi, avec mon activité, c'est qu'on a la chance de se retrouver via des événements chaque année. Donc, à hauteur de 2 ou 3 fois, on fait des événements. Donc, c'est pas vraiment lié à l'entrepreneuriat parce que pas tout le monde a l'occasion de faire ça. Ouais. Mais d'un point de vue vraiment personnel, au vu du projet, moi, c'est ce que j'en tire le plus positif. C'est le partage et les relations avec les gens qui partagent ce projet. Donc, les apporteurs d'affaires, même les clients, tu vois, et qui viennent et qui sont en retour et qui sont à fond dans le projet, qui croient au projet, qui sont à fond comme si c'était le leur. Tu vois, et c'est ça aussi que moi j'ai envie de véhiculer, c'est que tout le monde en fait ait ce système d'appartenance, ce sentiment d'appartenance au projet, tu vois, qui se l'approprie en fait finalement le projet. Tu vois, ce projet-là, c'est pas forcément le mien, il a tout le monde ce projet-là. Chaque personne qui veut s'approprier le projet, elle peut le faire. Voilà, c'est un moment exceptionnel, un moment où on se retrouve. Donc nous, on fait des événements, c'est un peu comme une keynote en fait, où on va partager les news, les nouveautés, les nouveaux services. Qu'est-ce qui va arriver, les mises à jour. On fait des formations également, on a les éducateurs qui sont présents. Et c'est un moment de rencontre. À la fin de l'événement, on est avec eux, on échange, on fait des photos, on partage beaucoup d'avis de personnes qui ont changé leur état d'esprit, qui ont changé leur vie. Mais factuellement, ça veut dire qu'ils me disaient, même si ce n'était pas d'un point de vue financier, de se dire, avant j'étais une personne de très fermée et j'ai voulu tester. Et en fait, ma vie elle a totalement changé parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai appris des domaines sur lesquels jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir me pencher. Et là, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et donc, on a un impact qui est tellement profond que ça fait un bien fou, quoi. C'est un regain d'énergie. Et je pense, pour rien au monde, j'arrêterai ces moments-là. Donc, c'est vraiment le moment qui me marque d'un point de vue entrepreneur sur ce parcours-là. C'est les événements, c'est la rencontre avec les gens, quoi. Ouais, totalement. Trop cool, ça donne trop envie d'être entrepreneur. Mais en dehors du travail, ça fait quoi entrepreneur? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas au boulot? Moi, j'ai une vie très lambda. Okay, j'ai une vie très monotone. Okay, bien que je vis à Dubaï, je sais que ça fait bizarre, mais j'ai une vie très monotone. En fait, ma vie jusqu'à présent, elle a été sacrifiée autour de ce projet-là. C'est que ma vie, elle a tourné autour de ce projet-là et j'ai jamais eu un jour où je n'ai pas parlé futur, où je n'ai pas travaillé futur, où je n'ai pas pensé futur. C'est très compliqué surtout pour l'entourage, parce que ils n'ont pas le même niveau, on va dire, ce même niveau d'attention et de sacrifice que toi tu peux donner à ton projet, forcément. Mais ce projet-là, il ne m'a jamais quitté. En fait, même quand j'allais être amené à voyager, j'avais toujours l'ordi, j'étais obligé de bosser en fait. Et c'était devenu presque mon hobby.
de bosser. De me dire, là, je viens de me détendre, allez hop, je vais aller sur mon tableau, je vais faire des prévisions, je vais essayer de réfléchir comment on peut améliorer ça, etc. Et c'est là où je suis heureux, c'est là où je suis excité, c'est là où j'ai envie de bâtir, j'ai envie de faire des appels, j'ai envie d'appeler Mohamed, mon associé, pour parler, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Ça prend énormément de place dans ma vie. Ça, c'est la réalité, parce que même quand je ne suis pas au bureau, à la maison, je vis futur, je travaille futur, et tout le temps, en fait, ça prend toute ma vie. Maintenant, de plus en plus, et là depuis quelques mois, j'essaie de prendre un recul parce que je sais que ce n'est pas la meilleure manière de travailler. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, des fois, tu es bloqué. Tu perds ta créativité, tu perds ce que tu voulais faire. Donc, c'est bien de prendre des moments où on coupe un peu. Et donc, j'essaie de prendre plus de moments, que ce soit avec ma femme ou que ce soit avec mes amis, ma famille, de passer des moments où on coupe en fait. Ça veut dire on se pose, on va dans un resto et on parle. Bon, on parle souvent d'entrepreneuriat malheureusement avec les amis, donc c'est pas le bon exemple en fait. À chaque fois c'est seconde partie on va dire. Mais non, c'est des moments simples. Tu vois, j'aime bien faire du foot. Le foot, j'adore faire du foot. Mais pourquoi j'adore faire du foot? Au-delà que ce soit une passion depuis petit, c'est parce que c'est le seul moment dans tout ce que je peux faire dans mes journées où je coupe à 100%. Pendant une heure et demie, je ne pense pas à futur, je ne pense pas à mes problèmes, je ne pense à rien. Et par ce fait-là, vraiment, depuis quelques années, ça a pris un degré super élevé dans ma tête où je me suis dit, tu vois, même là où la salle de sport, je vais souvent à la salle de sport, tous les matins je vais à la salle de sport, mais c'est pas pareil, tu as les écouteurs, j'écoute souvent des podcasts ou des trucs comme ça, je suis concentré, j'ai des idées, des trucs. Là, c'est foot, tu penses à rien en fait. Tu penses à faire ton match, à marquer des buts, tu as bien joué. Et donc, j'ai essayé vraiment de le garder dans ma routine, une fois par semaine au moins. Voilà, pendant une heure et demie, je pense à rien, je joue, je m'amuse, je m'éclate, comme si j'étais un jeune lambda, on va dire, qui avait rien dans la tête, qui n'avait pas toutes ses problématiques dans la tête, toutes ses responsabilités dans la tête, et qui coupe, tu vois. Et ça me fait vraiment kiffer. Donc ça fait vraiment trop de bien. Donc voilà ce que je fais en dehors du foot. Voilà. Et question random, c'est qui ton équipe préférée? C'est le Real Madrid, on va dire. Ok. Le Real Madrid. Donc on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et de tous les impacts que ça peut avoir sur ta vie. Si toi, demain, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est quoi? Un conseil Alors des conseils, on peut en donner, je pourrais en donner des centaines finalement, tu vois. Maintenant, moi, celui que j'aurais aimé avoir, c'est que le secret, il est dans l'autodiscipline et la persévérance. Point. Quand on dit qu'il n'y a pas de secret, etc., c'est faux. Il y a un secret, il est là. Et moi, quand j'en parle avec des entrepreneurs, ils me disent tous la même chose. Ils me disent que c'est la réalité. C'est que pourquoi une majorité de personnes n'arrivent pas dans l'entrepreneuriat? C'est parce qu'à un moment donné, elles décident d'arrêter. À partir du moment où tu essaies de continuer, tu n'as pas perdu en fait. Tu vois, il y a toujours l'espoir à un moment donné, ça va fonctionner. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est que ça fonctionne. Tu vois. Donc, moi, je n'étais pas le plus talentueux. Je n'avais pas des talents particuliers, de réflexion, de ci, etc. Moi, c'était le travail. Je me suis renfermé dans le travail, en fait. Je me suis dit, moi, c'est simple, je n'ai pas de talent particulier, je ne suis pas bon orateur, je ne suis pas bon leader, etc. Donc, moi, je vais combler ça par le travail. Donc, je vais travailler à fond et je vais persévérer. Malgré toutes les galères, je vais persévérer. Et avec cette faculté à se remettre en question. Si tu persévères dans un chemin qui n'est pas le bon, c'est sûr que c'est compliqué. Par contre, tout le temps, j'essaie d'avoir des avis extérieurs, j'essaie d'écouter des entrepreneurs, etc., de voir comment je peux améliorer, qu'est-ce que je fais de mal. Je n'ai pas honte de dire j'ai mal fait ça, je ne l'ai pas bien fait. Ou de dire je ne suis pas bon là-dedans, il faut que je me forme là-dedans parce que je ne suis pas bon là-dedans. Et coupler ça du travail et de la persévérance, pour moi, obligatoirement, à un moment donné dans ta vie, tu vas atteindre un niveau de réussite, peu importe qu'il soit. Après, on a chacun notre parcours, tu vois, il ne faut pas se comparer. Mais pour moi, c'est vraiment deux indicateurs qui sont, si tu les accouples, c'est obligatoire que tu vas arriver à un niveau de réussite, tout simplement. Donc, pour moi, c'est the conseil, c'est de te dire, parce que quand tu commences, en fait, tu sais rien, tu n'as aucune expérience, tu n'as rien. Donc, tu commences l'entrepreneuriat, tu es nouveau dans ce milieu-là, et tu te dis, ok, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est possible déjà d'arriver à tel niveau? En fait, ton niveau de croyance est limité. Et ce qui débloque ton niveau de croyance, c'est de le faire, finalement. Tu vois. Donc, et pour le faire, faut pas lâcher. Et donc, moi, je me suis rattaché à ça, de me dire, en fait, je vais galérer. Même si ça doit prendre 10 ans, j'étais prêt à même que ça prenne même 20 ans.
tu vois. La détermination. Ah ouais, en fait, me dire, faut que je le fasse, tu vois, et qu'importe le prix, c'est à ce niveau-là que j'ai envie d'aller, et il y a un niveau de sacrifice qu'il faut donner, je le sais. Tu vois, tout a un prix dans la vie. Tu peux pas aspirer à avoir ça si tu veux pas dépenser ça. Moi, j'étais convaincu que, ok, plus je dépense, plus je vais recevoir. Et donc, pour le coup, j'ai dépensé sans compter, tu vois. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai toujours pas reçu assez d'ailleurs. Donc, je vais continuer et je jure que je reçois assez, tu vois. Mais C'est quoi le niveau de réussite que tu as envie d'atteindre? c'est bien plus haut que. En fait, j'ai envie d'avoir déjà un impact international, mais d'un point de vue chiffre, c'est multiplié par 10 ou par 100 ce que j'ai aujourd'hui, au minimum, à court terme, tu vois, donc sur les 5 prochaines années. Donc, et c'est pas parce que je rêve ou que je suis rêveur ou que je suis ambitieux, non, c'est parce que je sais que tout ce que j'ai laissé derrière moi, je sais tous les sacrifices que j'ai laissés, tous les moments de doute, tous les moments d'échec, de disputes, de galères, de séparation avec des amis, avec la famille. Enfin, je sais tout ce que j'ai laissé derrière moi, même d'un point de vue santé. Tu vois, j'ai perdu beaucoup d'un point de vue santé parce que tu dors pas beaucoup, tu as un niveau de stress qui est présent continuellement, ça faut le savoir, il faut être prêt à l'accepter, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ça pour moi, j'ai tellement dépensé, j'aspire à avoir tel niveau, tu vois. Et tant que je ne l'aurai pas, je ne serai pas satisfait. Donc, et je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à dépenser jusqu'à atteindre le niveau pour lequel je sois satisfait, quoi. L'ambition, il n'y a que ça de vrai. En réalité, c'est hyper important. J'ai plein d'autres questions, mais j'avoue que j'ai pas toute la journée. C'est quoi l'objectif de cette chaîne aujourd'hui? Pourquoi tu es là? C'est vrai que c'est nouveau. Moi, si tu veux, pour remonter un peu dans le temps, et j'ai fait cette erreur qui est de jamais communiquer. Déjà, moi, d'un point de vue personnalité, je ne suis pas la personne qui aime parler d'elle, qui aime se mettre en avant, etc. Et j'ai essayé de développer cette faculté-là parce que c'est une vraie faculté. Il y a des personnes qui l'ont et franchement, je suis admiratif devant ces personnes-là, qui savent se vendre, qui savent parler d'elles, de parler de leur réussite, etc. Moi, je préférais parler des autres. Tu vois, bien que j'ai accompli des choses, je préférais parler des autres. Et c'est pareil d'un point de vue réseaux sociaux, communication personnelle. J'ai jamais communiqué en fait. J'ai jamais communiqué sur ce que je veux faire, ce que j'ai envie de créer, pourquoi, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'ai accompli, quels sont les échecs. Et pourtant, je sais que ça pourrait en inspirer plus d'un. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être au début encore de leur processus, qui sont encore au début de leur phase de réflexion, qui doutent et qui auraient besoin d'entendre un message tel que le mien. Pour moi, c'était de la perte de temps en fait. Moi, j'étais tellement focalisé, en fait, j'ai mis tellement toute mon énergie dans le travail, me dire que tout ce qui est en dehors du travail et qui peut avoir un résultat direct sur ma boîte et sur mes projets, je ne le fais pas. Et pourtant, c'est une erreur parce que la communication personnelle, un jour ou l'autre, ça a une répercussion positive sur ton projet. Et du coup, j'en ai subi les conséquences. C'est que même quand tu es dans un domaine qui est tel que la formation, le monde du trading, de la crypto-monnaie, de la bourse, du marketing de réseau, tu vois, c'est des industries qui sont très diffamées. Tu vois, à chaque fois on ne comprend pas, mais on te dit oui, mais arnaque, il y a les mots arnaque qui reviennent beaucoup. Donc moi, mon nom, il a été dans des articles, dans des trucs arnaqueurs, etc. Et j'en avais marre. Bon, alors moi, je me suis mis on va dire, un gilet pare-balles par rapport à ça, dans le sens où moi, ça me fait rien. Et ça me faisait tellement rien en fait que je calculais pas et que je me dis, oh, c'est rien. En vrai, je savais que quoi que tu fasses dans la vie, tu vas être critiqué en fait. Tu vois. Donc pour moi, ça me faisait rien. Mais le truc, c'est que ça empiète ton image. Et si tu empiètes ton image, tu empiètes ta boîte. Ça empiète ta boîte, ça empiète ton projet. Ça empiète ton projet, ça empiète tes collaborateurs qui sont empiétés, qui sont à l'image de la boîte. Et ça empiète même tes clients. Tes clients chez Futur, mais comment, ils ont une mauvaise image, etc. Je me suis dit, merde, à un moment donné, tout le monde parle pour moi. Tout le monde dit ce que je pense, mais personne ne le sait réellement. Et personne ne m'a laissé le temps et la place de pouvoir l'exprimer. Donc mes collaborateurs, ils savent parce que dans les conférences, j'exprime c'est quoi ma vision, comment je suis, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc mes collaborateurs, ils savent. Mes clients, ils savent aussi. Mais en fait, à un moment donné, il faut parler au monde. Il faut parler au monde et dire merde, voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire. Voilà, à mon humble niveau, je vais faire des erreurs. On va faire des erreurs, on va se tromper, on va faire du bien, on va faire peut-être mal les choses. Mais voilà, en tout cas, nous, on est jeunes, on est déterminés. Et voilà ce qu'on veut faire. Voilà notre mission, voilà pourquoi on est là. Et qu'ils entendent de notre voix. Et je me suis dit, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire une chaîne. De faire une chaîne où là-dessus, il y aura des formats un peu échanges comme ça, où on va entrer sur des choses un peu plus profondes. Mais il y aura aussi des formats vlog, des moments où on voit toute l'équipe au bureau, comment on bosse, comment on travaille. C'est super important de voir
Ben moi, mais au-delà de ça, ben tous les collaborateurs, toutes les personnes qui se lèvent le matin, qui sont déterminées, qui réfléchissent, qui donnent leur temps, leur âme, leur énergie pour apporter de la plus-value dans ce projet-là. Parce que ce projet-là, je ne l'ai pas bâti tout seul, je l'ai bâti avec un bon nombre de personnes et tout seul, jamais de ma vie, j'aurais pu le faire. Et c'est ces personnes-là aussi que j'ai envie de mettre en lumière parce que moi, c'est ça qui me faisait du mal en fait. Quand on dit futur, c'est pyramidal parce qu'il y a du marketing de réseau, etc., etc. Moi, ce qui me touche, c'est surtout mes collaborateurs, les personnes qui développent ce projet-là. Je me dis, putain, c'est des personnes qui se battent tous les jours, qui donnent leur temps, leur énergie, et les assimiler à un projet frauduleux, en fait, ça me fait mal. Je me dis, putain, ils ne méritent pas ça. Parce que je les vois, moi, se défoncer, être là jusqu'à 23 heures tous les jours au bureau, ne pas lâcher, faire des heures sup, travailler le week-end, avoir le stress ensemble, brainstormer, avoir des idées. Moi, je les vois, tu vois, donner tous ces sacrifices-là. Et de me dire que c'est comme ça qu'on traite le projet dans lequel ils travaillent, je me dis c'est pas honnête et ça ne le mérite pas. Donc je prends les devants et on va relever ça. On va montrer la réalité des choses et on va embarquer aussi un bon nombre de personnes qui peuvent être inspirées par ce projet-là. Comment ça se passe parce qu'on ne le voit pas souvent aussi. On voit beaucoup des formats podcast, échanges, etc. où la vie d'un entrepreneur solo chez lui, comment ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne quand tu as une équipe de plus d'une trentaine de personnes, quand tu as des locaux, quand tu es dans des bureaux, tu travailles, tu brainstormes, tu as des employés, quand tu rencontres des galères, quand tu fais des millions d'euros par an. Voilà, comment c'est dans la vie d'un entrepreneur. D'ailleurs, abonnez-vous, commentez, partagez. L'idée c'est ça aussi, c'est de pouvoir vous partager un maximum de valeur. Donc si on le fait c'est pour vous, c'est pas pour personne. Donc si vous pouvez vous abonner, partager, ça serait top, tout simplement. Trop cool. En tout cas, moi je m'abonne sans hésitation. Magnifique. Allez, c'est bon. Merci beaucoup Amine. Merci beaucoup Anne-Jennifer.